Finalement, comme les utopies d'il y a 2000 ans, puisque l'utopie, c'est quoi? C'est imaginer un monde meilleur, pas nécessairement le meilleur des mondes, ça c'est des utopies messianiques, mais c'est imaginer un monde meilleur. Alors la question est au XXIe siècle, est-ce que quand même c'est la même chose que les utopies d'il y a 2000 ans? Non, parce que l'histoire ne se répète pas. Et donc l'espèce humaine a appris des utopies du passé, ce qu'il y avait de bon et de moins bon. En particulier, si on se situe par rapport aux utopies du XIXe siècle, qui ont été marquantes pour le monde, il y a eu une globalisation là, de certaines utopies. En particulier, il y a eu deux grandes utopies. L'utopie libérale, je l'appelle l'utopie libérale, il y a une idéologie libérale, mais il y a une utopie libérale, et puis l'utopie marxiste, communiste. L'expérience de ces deux grandes utopies s'est traduite par un certain nombre de progrès, mais aussi des dystopies. Dystopie marxiste-léniniste est bien connue. L'utopie libérale, c'est ce qu'on a appelé la globalisation et ses dégâts. Donc, qu'est-ce que peut être une utopie du XXIe siècle? C'est ce que j'observe sur le terrain, en réalité. C'est une utopie qui va chercher dans le réel, dans la mise en œuvre de ce qui est son idéal, ses aspirations, des solutions pratiques. Donc on est beaucoup plus proche d'un mouvement plus pragmatique, j'appelle ça les utopies réelles, c'est-à-dire tout un ensemble d'expériences, mais aussi ça peut être la façon dont les mouvements de résistance s'organisent dans le monde entier, vous l'avez vu, en Birmanie, en Ukraine, etc. Ça appartient au monde de l'utopie. Pourquoi? Parce que quand on demande à ces gens qu'est-ce qui les remue, qu'est-ce qui les motive, et ils sont prêts à perdre leur vie bien souvent, eh bien c'est l'image, l'idéal qu'ils peuvent avoir en tête sur un monde meilleur. Je pense que tout le monde a bien mis de côté le meilleur des mondes. L'histoire de l'utopie, je l'ai dit, remonte à... en gros, on arrive à repérer depuis que les peuples se sont mis en société. La catégorie utopie, c'est une catégorie sociale, et dès lors qu'on s'est mis en société, avec un État en particulier, eh bien, est née l'utopie comme, finalement, désir d'échapper à une certaine réalité dystopique. Alors ça a été en particulier les guerres, mais aussi les régimes despotiques, et on voit que depuis plus de 2000 ans, c'est ça qui agite les peuples un peu partout sur la Terre. Mais la mondialisation est un phénomène assez récent pour ce qui est de la forme contemporaine d'une mondialisation des idées instantanées. Et donc chaque espace, les grandes civilisations, certains les appellent comme cela, chaque espace a son propre vécu, sa propre expérience des utopies, et donc son propre bilan aussi des utopies. Et on peut voir, en tout cas dans les mondes que j'ai visités, et en gros que dans le monde chinois on a cette utopie, ce qu'on appelle typing, hein, de l'harmonie, alors céleste ou en tout cas de l'harmonie du peuple, que dans le monde indien on a plutôt eu la naissance et le développement encore aujourd'hui de ce qu'on peut appeler l'utopie du salut, le salut individuel, qui est assez proche de la philosophie bouddhique. Et puis en Afrique, on voit qu'il y a eu beaucoup plus d'histoire que ce que souvent on nous raconte, et qu'en particulier on voit cette utopie d'un monde meilleur au travers du respect des ancêtres et au travers du respect d'un ensemble de codes. Et j'ai trouvé qu'un des textes qui synthétise le mieux cela, c'est la fameuse épopée de Sundiata, qui raconte en fait la construction de l'empire du Mali au XIVe siècle, où là il y a dans la charte des chasseurs, la première charte qui est une sorte d'ancêtre de la déclaration des droits de l'homme contre l'esclavage, pour le respect des individus, y compris des femmes d'ailleurs. Et l'utopie occidentale, ou les utopies occidentales, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose d'assez commun, c'est ce que j'ai désigné comme l'utopie de la liberté. Probablement par rapport aux trois autres, c'est celle qui met le plus l'accent
sur la liberté, et là avec ses aspects très positifs et puis ses aspects très négatifs, c'est-à-dire la liberté poussée jusqu'au bout, ne respecte plus les ancêtres, ne respecte pas l'harmonie collective ou ne respecte pas le salut individuel. Donc c'est une démarche d'utopie made in monde parce qu'elle essaye non pas de faire une synthèse, mais de proposer un dialogue entre ces différentes formes d'utopie. C'est la clé d'un nouvel ordre économique et géopolitique international. D'abord parce que les relations internationales sont, depuis longtemps, mais en tout cas là depuis l'économie monde, on va dire, sont probablement le lieu de la pire des dystopies. C'est-à-dire la guerre en permanence, et c'est des guerres mondiales. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, c'est des dizaines de millions de morts à chaque fois. Donc les relations internationales sont des relations basées sur la domination, le pouvoir, la guerre, le militaire. On a eu avec les Nations Unies, la création des Nations Unies, une première utopie de relations internationales un peu plus humaines, pacifiées, plus sages. Et les fondateurs des Nations Unies se déclaraient d'ailleurs comme sages. C'est-à-dire un monde meilleur, mais mis en œuvre d'une façon réaliste, sachant faire la part de ce qui était possible et non possible. Le monde actuel est quand même dans un état de tension terrible. Il n'y a pas un endroit du monde quasiment où il n'y a pas des rivalités géopolitiques ou des crises civiles. Et je ne sais pas si l'histoire a un sens, mais les dernières nouvelles que l'on peut avoir de la rivalité États-Unis-Chine ne donnent pas l'impression qu'on peut mettre tout de suite de côté une troisième guerre mondiale. Et donc je pense que alors c'est plutôt l'utopie sagesse, catégorie que j'essaie de repérer dans l'évolution de l'histoire de l'utopie. L'utopie sagesse peut probablement être un peu au cœur d'une nouvelle vision de la géopolitique, parce qu'elle est inscrite déjà dans les Nations Unies, comme je disais tout à l'heure, mais aussi parce qu'il y a une sorte de paradoxe aux relations internationales. J'ai dit qu'elles ont été l'expression de rivalité, de guerre, domination sur les autres, mais en même temps, si vous lisez l'essentiel des grands traités de la diplomatie, de la géopolitique, les classiques, ce qu'on appelle, alors c'est Sun Tzu, l'art de la guerre, mais moins connu dans le monde indien, c'est l'Arthashastra, du fameux Chanakya. C'est aussi, quand vous lisez Richelieu, qui est, je dirais, d'une certaine façon, un peu le parrain de la géopolitique, pas à la française, à l'européenne, on a en fait dans ces traités des éléments qui permettent de comprendre que la sagesse ne consiste pas à être une sorte de béat admiratif répétant PPP, c'est-à-dire une sorte de pacifisme outrancier, mais que c'est aussi la réflexion structurée, donc un raisonnement, une raison rationnelle d'atteindre la paix par la diplomatie. Et je dois reconnaître qu'il y a un auteur bien connu des Français qui s'appelle Bertrand Badi, qui a produit certaines idées qui aujourd'hui pourraient nous aider à concevoir des relations géopolitiques plus pacifiées, plus régulées par la raison que par la violence et l'accumulation d'armes. En ce sens, il n'y a pas d'économie prospère sans une paix durable, et donc l'économiste que je suis s'est intéressé aux aspects géopolitiques de des années à venir et conclut qu'il y a probablement entre une nouvelle économie, on va dire mondiale, parce que je crois que la mondialisation est là et qu'elle doit rester parce qu'elle permet aux êtres humains de communiquer entre eux, elle doit nécessairement s'adosser sur une nouvelle géopolitique, de nouvelles relations internationales, et en ce sens, on revient à la première question de tout à l'heure, qui est on ne peut dialoguer entre peuples, entre pays, que si on sait que l'autre ne réfléchit pas nécessairement de la même façon que vous, qu'il n'a pas nécessairement la même culture, la même expérience historique.